Bonsoir chers internautes, bienvenue sur les plateformes numériques du mouvement populaire qui nous plonge au cœur de l'actualité. Au cœur de l'actualité, c'est avec le président Banakani qui fera le point d'analyse sur les sujets d'actualité de pointe tant sur le territoire national, africain et international. Au Cameroun, la vapeur se lève dans la sphère politique avec la déclaration de candidature du leader de l'UNDP à l'élection présidentielle d'octobre prochain 2025. En Afrique, c'est du côté du Togo où nous assistons aux manifestations anti-gouvernementales dans la capitale. Du côté du Mali, c'est l'âge d'or de la fleur diplomatique malien avec la signature de plusieurs accords au Mali depuis le séjour de Assimi Goïta du 23 au 26, les accords qui concernent la dimension énergétique, aussi dans le domaine commercial et dans le domaine stratégique, militaire et intergouvernemental. Dans l'international, nous pointons donc le nez au Moyen-Orient suite à la guerre des 12 jours où le président Banakani, président du mouvement populaire, analysera les perspectives et les leçons de cette guerre. Nous vous avons invité dès l'entame de cette édition au cœur de l'actualité et le président national du mouvement populaire est déjà bien installé à qui nous disons bonsoir. Bonsoir, président. Bonsoir, mon cher Djengelé Eugène. Je suis frappé par le caractère tonitruant de votre introduction. Ça annonce la densité de l'émission et son intensité. On ne peut que s'en réjouir. Donc, je vous dis bonsoir, bon après-midi, en fonction de réseaux horaires, puisque nous adressons un public planétaire. Donc, je les salue tous, je salue nos internautes, je salue nos abonnés, tous ceux qui de près ou de loin concourent d'une manière ou d'une autre à la tenue de nos plateformes, qu'ils reçoivent ici ma reconnaissance. Merci, président. Face à vous, c'est toujours une grande intensité. Et sur ce plateau, je suis accompagné de monsieur Nguesse Gislien, qu'on ne présente plus. Bonsoir, monsieur Nguesse. Bonsoir, monsieur Djengelé. Bonsoir, monsieur le président. Bonsoir, Gislien. Vous allez bien? Je vais toujours bien. C'est important de ça, monsieur le président. Ça va? Parce que quand il faut se balader autour du monde, il faut aller bien, monsieur le président. Je vais toujours bien. Plonger au cœur de l'actualité, il faut aller bien parce que parfois là-bas, la température monte, monsieur le président. Le mercure monte rapidement. Quelle que soit la température du monde, j'ai la paix. C'est important. Qui vient de ma relation avec le vrai Dieu. C'est important, monsieur le président. Voilà. Monsieur le président, le mercure est donc monté au Cameroun sur la sphère politique. Depuis déjà 3 jours, nous avons assisté à la réunion du comité central de l'UNDP et un point de presse est sorti. Le président Bello Bouba, qui est le leader de cette formation politique, par ailleurs ministre d'État, ministre du Tourisme et du Loisir, il a déclaré ou encore il a annoncé sa candidature aux prochaines élections présidentielles d'octobre 2025. Monsieur le Président, au-delà de l'analyse militantiste que nous observons au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais et aussi au sein de l'UNDP, nous voulons savoir de prime abord les significations réelles de la déclaration de la candidature de monsieur Bello Bouba Magari. Bon, permettez-moi de rire. Vous savez, le soleil commence toujours pour celui qui voit le soleil pour la première fois. Celui qui voit le soleil pour la première fois pense que le soleil est né avec lui. Mais quand il est à côté d'un ancien, l'ancien est tellement familiarisé avec le soleil que pour lui, l'apparition du soleil et le coucher du soleil ne sont plus des événements. Je dis ça pourquoi? Je voudrais me démarquer de cette frilosité, de cette agitation, de cette fièvre qui saisit une certaine opinion devant ce que moi je qualifie comme de simples gesticulations stratégiques de la part des anciens alliés du RDPC et donc du président Paul Biya. Je m'explique. Ce n'est pas la première fois que le président Bello est candidat.
était candidat en 92. Hein. Et il a joué un rôle stratégique en faveur du président Biya dans une période où le président était et le régime RDPC était sérieusement menacé. Nous sommes dans les années de Braise. Hein. Braise. Je crois qu'il avait eu, sauf si ma souvenir, le jour de tout, il avait eu 17%, je crois. Exactement, 17%. 92. Le troisième. Voilà. Il s'est démarqué totalement de toute revendication post-électorale. Il a joué le jeu de la légalité républicaine. Je donne des faits, hein. Je donne des faits. Avant ça, le président Bello, ancien premier ministre, Swaido, à la faveur des événements de 84, était exilé au Nigeria. Il y a passé quelque temps dans un silence absolu. Le président Bello décide de revenir de son exil au plus fort des années chaudes. Quand il vient, il y a un parti très en vue au Cameroun à l'époque, essentiellement haïdoïste. Il s'appelait justement l'UNDP, Union nationale pour la démocratie et le progrès, et qui était dirigé par une des figures illustres de l'endo-colonial camerounais, Samuel Eboa, qui était haut commis de l'État du pays. À l'époque, l'UNDP avait une dimension nationale incontestable et constituait le danger le plus effrayant pour le RDPC. Il fédérait non seulement à l'intérieur, mais aussi au niveau des partenaires stratégiques du pays, du Cameroun. C'était la seule fois où le président Biya s'est retrouvé sérieusement en difficulté dans les années 90. Mais pas seulement parce qu'il était contesté à l'intérieur, mais parce qu'avec l'UNDP, les conditions internationales d'une alternative étaient réunies. Qu'a fait le président Bello quand il rentre? Il a cassé l'UNDP en deux et en a fait un parti régional pour négocier son retour, pour sceller ses noces de réconciliation avec le président Biya. Ça permettra qu'il retrouve tous ses droits d'ancien premier ministre. Et de là va commencer une longue aventure d'alliance avec le président Biya, qui connaîtra quelques soubresauts. Je crois dans les années 97 en montant, jusqu'à la fracture, avec la fracture qui va favoriser l'avènement de l'ANDP. Donc, pour nous, on ne passe plus, c'est pas un événement. Hein. Il a déjà été candidat, il a joué un rôle majeur, stratégique, dans le salut du président Biya et le régime que le président Biya dirige dans des circonstances où son action était décisive. Donc c'est pas nouveau. Mais à chaque fois, pourquoi le président Bello s'est comporté comme ça pour ne parler que de lui? Parce qu'en fait, vous ne comprenez pas ce que j'appelle le nordisme politique. Le nordisme politique, j'insiste. Nordisme politique. C'est quelque chose de fondamental dans la compréhension du jeu politique camerounais, historiquement parlant et présentement parlant. Il y a une grande famille politique au Cameroun qu'on appelle la grande famille UNC. Le RDPC est né de cette famille, puisque le congrès du RDPC quitte le RDPC, je crois, en 85, à Bamenda. Article 2. L'UNC devient le RDPC. Donc, la grande famille ojulatiste, endo-coloniale, partage une parenté politique, une généalogie politique, une filiation politique historique indéniable. À chaque fois qu'ils ont été en face de la résurgence
du nationalisme camerounais, du patriotisme camerounais, panafricaniste et UPCiste, à chaque fois que la grande famille a été menacée dans la perspective de la paix du pouvoir, ils ont fait bloc. Elle a fait bloc. Malgré les querelles de famille, elle a fait bloc. Donc, le président Bello et le président Turuma n'ont jamais oublié cette filiation, cette généalogie, cette parenté historique qui les lie. Et cette parenté renvoie à la France, qui est le père sévère de cette grande famille. La sévérité de la paternité française n'a jamais cessé. Simplement, est-ce qu'aujourd'hui, ce qu'on voit là augure d'une véritable guerre de famille qui va déboucher sur une séparation familiale violente? On a vu ça avec la parenthèse André-Marie Bida. Au point où même il est devenu UPCiste, entre guillemets, reprenant le discours du UPC pour battre au jour là, à l'époque des élections, mais après, même quand il divorce avec Aïdjo, il va en Guinée, il reprend le discours UPCiste. Est-ce qu'on est en face d'une véritable rupture décisive, déterminante? Il me semble que les conditions sont un peu réunies. C'est en cela que cette énième rupture d'alliance de la part du président Bello et du président Turoma revêt une particularité que lui confère son actualité. Voilà, l'actualité qu'il faut inscrire dans le contexte qui prévaut dans le pays. Voilà. Oui, monsieur le président. Ça, c'est mon premier jet. Oui, c'est votre premier jet, mais sauf que là, nous sommes un peu assoiffés parce que vous êtes dans les subtilités géopolitiques internes du Cameroun. Quand vous parlez du bloc nordiste, qui ont toujours fait bloc lorsqu'il y a une pensée. Non, je parle du nordisme. C'est différent d'un bloc nordiste. Vous allez revenir là-dessus. C'est la même chose. Vous allez revenir sur le nordisme pour la gouverne de nos internautes. Mais qu'est-ce qui peut bien effrayer dans cette montée panafricaniste, puisque le panafricanisme au Cameroun n'est pas aux élections présidentielles. Et le président camerounais, certains ne le regardent pas comme un panafricain. Quel est le poids réel du panafricanisme qui peut créer cette tectonique politique interne où on voit une forme d'alliance que vous êtes en train d'analyser qui se met au niveau du Nord? Bon. Une lecture évidemment superficielle et active de la dynamique politique au Cameroun pour vous amener à dire ce que vous dites, puisque le panafricanisme serait inexistant électoralement parlant. Mais ce ne sont pas les élections qui ont fait le panafricanisme renaissant. Vous ne parlez pas comme ça d'une dynamique qui a décolonisé le continent et qui a terrassé la terreur des élites francophones, des États francophones de la France. Donc, à partir de là, le poids du panafricanisme ne se pose plus. Il ne se pose plus. Et le mouvement politique le plus important de ce début du XXIe siècle et de la fin du XXe siècle en Afrique. Parce que c'est lui qui fait l'histoire. Il a fait l'histoire d'une manière assez particulière, parce que ce n'est pas la prise des armes qui a fait la force de cette dynamique. Ce n'est pas les alliances étrangères qui ont fait sa force, etc. C'est la parole. C'est la parole. Et qui a changé le visage de l'Afrique. Les présidents qui sont panafricanisants ou qui se panafricanisent ne sont pas arrivés au pouvoir pour la plupart par les élections classiques. Donc, vous voyez que ne le prenez pas à votre compte le discours inconsistant de nos détracteurs, discours vides de sens politique, et qui sont des discours qui répètent les débris idéologiques de la France-Afrique, qui reprennent ça à leur compte, parce qu'ils ne peuvent pas faire mieux. Élevons le débat et restons à l'autre niveau. Le niveau, c'est que, contrairement aux apparences, le courant panafricaniste domine au Cameroun, puisque, il a cassé une dynamique qui régnait au Cameroun et qui enfermait la politique dans le camp de l'ojulatisme, globalement parlant. C'est-à-dire, quand il dit le camp de l'ojulatisme, ça va au-delà des clivages opposition-pouvoir. Je parle de la grande famille ojulatiste.
ça dépasse la séparation opposition-pouvoir, ça n'a pas de sens à ce niveau-là. Vous avez plein de journalistes dans l'opposition et plein au pouvoir, dans l'élite intellectuelle, dans l'élite universitaire, dans les chefferies traditionnelles, dans les églises, les mosquées, etc. Donc, le clivage n'est pas partisan quand on parle de journalisme. Alors, le totem idéologique de le journalisme rampant dans nos pays ces 20 dernières années ou bien avant, c'était l'anti-biaisme primaire. La politique au Cameroun n'avait jamais dépassé l'horizon de la personne du président. Mais c'est terminé ça. C'est terminé. Ça, c'est incontestable. C'est terminé. Le discours politique a été secoué, renouvelé par une thématique nouvelle qui s'est imposée à tous les acteurs politiques. La thématique panafricaniste, souveraineté, indépendance, sortie du franc CFA, approfondissement de la diversification des partenariats, retour de l'Afrique au premier plan de la géopolitique mondiale, etc. C'est une filiation thématique qu'on n'entendait pas dans les pays africains depuis que Kwame Nkrumah avait été renversé, depuis la mort de Sékou Touré, etc. Le président Sankara a réveillé ça. Mais après sa mort, son assassinat, il est entré dans le panthéon universel des héros. C'est pas qui ont fait avancer le monde, mais après, il y a eu une léthargie absolue du combat panafricaniste. C'est nous qui sommes venus relancer l'affaire. Avec plus de succès, n'est-ce pas, que d'autres n'ont pas eu. Donc, le panafricanisme est puissant au Cameroun, je vous donne des faits. Le dernier fait en date, c'est que une des figures journalistes les plus éminentes à Paris a été obligée d'avaler sa langue en reprenant à son compte une idéologie qu'il exècre, qu'il déteste. Il est obligé parce que aujourd'hui, pour faire la politique en Afrique, au Cameroun, sans parler du panafricanisme. Deuxièmement, je vais aller plus profondément. Allez-y, monsieur le président. Les menaces auxquelles sont confrontés le Cameroun, faites attention. Lesquelles? Les menaces. Lesquelles menaces? Boko Haram. La crise dite anglophone, etc. Mais travaille profondément l'endocoloniat de notre pays et nourrit des mutations silencieuses que vous n'imaginez pas au cœur de l'appareil d'État. N'imaginez pas. Ça, c'est quelque chose qui est indéniable. Je ne vais pas parler de notre armée, je vais pas parler des forces de sécurité qui sont travaillées à fond par cette dynamique-là, elles qui sont en première ligne face à ces menaces-là, mais qui sont des menaces géopolitiques dessinées, travaillées et élaborées d'un point de vue géopolitique pour coloniser le continent africain. Attention. Donc, la résonance est plus forte que ce que vous imaginez. Il y a beaucoup de forces vives silencieuses du Cameroun qui se panafricanisent en silence. Attention. Ce n'est pas le bruit que les gens font dans les réseaux sociaux. Ce n'est pas le bruit que les gens vont faire à Paris. Ce n'est pas le bruit des ruptures d'alliance. Il ne faut pas enfermer le Cameroun dans ça. Le Cameroun est plus grand, plus fort que ça. La scène politique camerounaise actuelle, dans sa dynamique, son dynamisme fondamental, a dépassé ces choses-là. C'est plus loin que ça. Enfin, mais je m'en fous. Ça choque les gens, mais moi j'assume ça. Le président Biya joue un grand rôle. Il joue un grand rôle. On va avoir peur des haineux. On va pas reculer parce que des agités ouvrent les yeux et diabolisent Paul Biya comme étant le mal du siècle. Non. On va pas donner un tel honneur de reculer. Il faut dire la vérité sur ce que le président Biya a fait en 43 ans. Mais il n'y a pas que des échecs. Au niveau de la politique internationale, de la géopolitique, le président Biya a fait beaucoup de choses de remarquables pour notre pays. Il n'a pas renouvelé les accords secrets de coopération. D'autres présidents le font, d'autres présidents l'ont fait. Beaucoup de candidats électoraux pour le Cameroun sont des personnes qui, au pouvoir, vont renouveler les accords secrets de coopération avec la France. Le président Biya n'a pas fait. Le président Biya a, dans la famille ojolachiste, sa longévité au pouvoir a permis un approfondissement des contradictions historiques qui traversent cette famille et qui amène cette famille au bord d'un éclatement radical qui peut être une chance pour le Cameroun. C'est aussi ça la signification des ruptures d'alliance.
que le vivons actuellement, de la part du président Bello, de la part du président Tchourouma, etc. Donc, il y a tout ça. Il y a le fait que le président Biya n'a pas dérangé les panafricanistes dans son pays, au contraire. Malgré toute la pression qu'il a subie de la part de la France, il a dit niet. Il a dit non. Mais si on ne peut pas dire ça, ça veut dire que je fais la politique comme les autres. Or, nous, on se démarque de ça. Il y a plein de ça. Le président Biya a réussi à violer une ligne rouge dans les néocolonies, pas seulement françaises, anglaises, même américaines. L'impérialisme américain dans le monde, quelle est sa première ligne rouge quand tu prends un pays? Interdiction d'avoir une armée. La France, dans les pays africains, regardez les pays carrés français. Le Cameroun a une armée. Le président Biya a doté ce pays d'une armée qui a réussi, au fur et à mesure, à devenir son propre centre à travers les structures de formation au Cameroun, qui accueille beaucoup de compatriotes africains, etc. Il reste à franchir l'étape de fabrication de nos armes par nous-mêmes. Mais le caractère avancé de l'armée camerounaise est reconnu par les plus grandes armées du monde. Dans le cas des exercices militaires conjoints, l'armée camerounaise se distingue. Donc, il y a ça, il n'y a pas que ça. Donc, ça fait que, faites attention, ne vous limitez pas à ce que vous voyez. Il y a une dynamique tectonique profonde qui traverse ce pays et qui explique même d'ailleurs les non-dits de ces ruptures d'alliance à la veille d'une élection présidentielle. Monsieur le Président Banaka, vous avez mentionné le nom du président Tchourouma, qui lui aussi récemment a quitté le gouvernement du président Paul Biya et a annoncé de manière publique sa candidature à son président 2025, monsieur le président Banakani. Il a fait une sortie récemment pour davantage expliquer les motivations de cette rupture d'alliance. Et il a clairement indiqué dans son propos que le président Paul Biya était devenu inaccessible et autiste. C'est-à-dire, on ne peut pas le voir, on ne peut pas causer avec lui. Il a poursuivi en disant que le président Paul Biya avait la faiblesse récemment de gouverner par procuration et par délégation, alors que du point de vue fondamental, l'État se gouverne pas de cette sorte. Il a continué en disant, on ne reste pas fidèle à une incompréhension et à l'inacceptable. Monsieur le président Banaka, je pense que le président Tchourouma avait indiqué comme motivation fondamentale de l'émission peut être applicable au président Bello. Est-ce que le président ne paye pas, là, par cette démission, par ces ruptures d'alliance, son comportement fondamentalement difficilement compréhensible à chef de l'État, monsieur le président Banakani? Bon, le style de gouvernance du président Biya est connu. J'ai suivi les explications du président Tchourouma. En plus, vous avez dit, il dit que le président Biya donne l'impression de ne plus vouloir le pouvoir. C'est ce qu'il a dit, hein. Vous avez bien regardé, il a dit ça. Oui, je crois. Le président, il a dit, j'ai suivi, il a dit que le président est distant du pouvoir. On a l'impression qu'il est désabusé du pouvoir. Bref, il n'a plus envie de gouverner. Il ne sent plus. Il a délégué le pouvoir, il s'en fiche. Il s'en fiche du pouvoir, c'est tout le maladie. Bon, premièrement, ce style du président, ce n'est pas aujourd'hui qu'il est connu de la part des observateurs de la scène politique camerounaise. C'est depuis au moins 15, 20 ans que le président a opté pour ce rapport au pouvoir. Si on prend seulement la séquence du secrétaire général, sa nomination, M. Ngongo, lisez les prérogatives de M. Ngongo, ses prérogatives administratives. Ça fait de lui carrément, du moins quelqu'un qui peut concurrencer le Premier ministre dans son rôle de chef de gouvernement. Je dis concurrence politico-administrative, puisqu'il est ministre d'État, il est soumis a priori à monsieur le Premier ministre. Mais quand vous lisez les prérogatives de M. Ngongo, vous comprenez de quoi il s'agit. Donc, mais M. Ngongo a passé bientôt ses 12 ans secrétaire général. Hein? Plus de 10 ans en tout cas. C'est vrai, plus de 10 ans. Plus de 10 ans secrétaire général. Apparemment, il a le plus long, il a la plus longue longévité. Bon, le ministre Tchourouma est au gouvernement depuis combien d'années? Le ministre Tchourouma, parce qu'il est d'abord entré en 92. Si on compte 92, où il était ministre des Transports, et après il a traversé le désert, pour prendre le ministre de la Communication. Il est revenu. Il est au gouvernement depuis combien d'années? Bon, ça fait 33 ans si on prend depuis 92. Bon, ok. Il a trouvé bon que c'est maintenant qu'il peut dire ça au Cameroun. C'est qu'il dénonce, c'est factuel, monsieur le président. Mais le aussi, comportement du président Paul Biya pose un problème parce que
Il a aussi rapporté clairement que depuis 14 ans, le président n'a pas jugé nécessaire de faire un conseil des ministres, M. le président Mandakani. Quand on dit ce que tout le monde sait, on dit rien. Quand on dit ce que tout le monde Non, sait, ce qu'on a... c'est davantage utile, M. le président. Non, quand on dit ce que tout le monde sait, on n'a rien dit. Venant de la part d'un homme politique dont la démission est actée, on attend des choses qu'on n'a pas encore entendues. S'il démissionne parce que le président ne tient pas le conseil des ministres, sa démission ne vaut rien. Je vous dis pourquoi. Ça ne vaut rien. Si on prend ça comme argument, ça ne vaut absolument rien sur le plan politique. Mais il n'a pas que cité ça, M. le président. Donc tout ce qu'il a dit, non, le conseil des ministres, le fait que Bialou ne dirige plus. La procuration en tout cas. Ne dirige plus, la délégation de pouvoir, etc. Le fait que le président Bialou est distant du pouvoir, il est invisible, etc. Inaccessible. Inaccessible. Est-ce que c'est nouveau, mes chers amis? Même un bébé de 3 ans au Cameroun connaît ça. Ce sont des comportements qui sont de nature à remettre en cause l'alerte, M. le Président. président. Ces comportements sont factuels, mon cher monsieur, vous avez raison. Mais sont factuels aussi le silence de M. Turoma depuis qu'il est au gouvernement. Face à ces réalités, qu'est-ce que M. Turoma a fait dans un gouvernement où il n'y a pas le conseil des ministres? Il passe pratiquement 30 ans. Mais il y a pire. Il a supplié pour le devenir ministre. Il s'est déshabillé, supplié pour devenir ministre. Donc c'est pas que on l'a cherché, c'est lui qui a couru. Connaissant très bien la nature de ce régime-là, dans quel état ce régime se trouvait, il a couru pour être ministre. C'est ça qui n'est pas... Je ne dis pas que ce qu'il dit est faux. Qu'on s'entende bien. C'est pas faux ce qu'il dit, mais c'est comme ça que le président bien gouverne. Et comme ça, Jacques Chirac l'a dit, il était président. Jacques Chirac l'a dit. Les chefs étrangers l'ont dit que mais il ne comprend pas comment le président Biya peut gouverner un pays dont il s'intéresse si peu. Ça, c'est Chirac. Je vais vous démontrer que c'est mondialement connu. Mais entre ce qu'on dit voir et la réalité, il n'y a un pas. Monsieur Guessou, vous quand même, soyez quand même reconnaissant d'une chose. Laquelle, Monsieur le Président? Mais si un président est si absent, mais comment ce pays tient? Donc, nous considérons que c'est un style de gouvernement. C'est sa manière de gouverner. On peut ne pas être d'accord avec ça. On peut critiquer, dénoncer. D'accord. Mais c'est son style de gouvernement. Donc, M. Turoma, s'il estime comme ça, c'est mauvais pour le Cameroun, il n'aurait pas dû entrer dans ce gouvernement. Attendez. Il a accumulé un trop plein, M. le Président. Accumulé trop plein comment? Non, il a suffisamment toléré. Non, dans ce cas, non, dans ce cas, non. Dans ce cas, finalement, il a décidé que le temps était arrivé pour lui dans ce cas, les conséquences. Dans ce cas, il assume sa part. Il doit assumer sa part. Or, il n'assume pas. 43 ans d'enfer, et c'est M. Biya le problème. Sa part est où? Il faut assumer sa part. Ça, c'est l'éthique. Ça, c'est le sens de l'honneur. Tout ce que vous dites est vrai, hein? Mais je vous oppose simplement la factualité des renoncements de M. Turoma du fait qu'il est entré dans l'alliance en connaissance de cause. Je n'ai pas envie de vous rappeler tous les discours qu'il a tenus quand il était vice-président. Est-ce qu'il n'aurait pas été pertinent pour le président Paul Biya à la veille d'une élection comme celle-ci qui est attendez, M. Nguessé. Factualité contre factualité. Ça vous va? Ça me va. Très bien. Puisque vous êtes dans une démonstration logique, je vous oppose une démonstration des arguments logiques. Monsieur le Président, permettez donc que je pose la question, Monsieur le Président. Il est important qu'on s'entende d'abord là-dessus. Oui. Monsieur Turoma, je vous dis, il aurait dû être plus... Il fallait qu'il soit plus sage, aussi sage que le président Bello. Monsieur Bello n'a pas beaucoup forcé les traits dans ses dénonciations. Parce que je crois qu'il sait très bien d'où il vient, monsieur Bello. Même monsieur Turoma, lui... c'est comme si lui, il n'avait jamais été dans ce gouvernement et qu'il a frappé un grand coup extraordinaire en rappelant au Camerounais ce que tout le monde sait. Monsieur le Président Bandakani. Voilà. Le ministre Tiroma et on attendait on attendait ces déclarations, des choses qu'on ne sait pas. Et il y a beaucoup de choses qu'il doit nous dire. Peut-être qu'il nous sortir, on saura davantage. Non, je ne sais pas s'il fera mieux que ça. Monsieur le Président Bandakani, je pense que les ministres Tiroma et Bello sont pour le président pour des alliés politiques. Et nous sommes en train d'aller vers une élection en octobre 2025 qui est fondamentalement délicate, pour beaucoup de raisons, Monsieur le Président Bandakani. Ouais. Est-ce qu'il n'aurait pas été élégant pour le président Paul Biya, alors que l'élection est dans moins de 2 mois, au moins de convier ses alliés politiques à l'effet de s'accorder avec eux sur le million, Monsieur le Président Bandakani? Ne pas le faire, n'est-ce pas une approche méprisante à l'endroit de ses alliés politiques, Monsieur le Président Bandakani? Non seulement il ne le fait pas,
mais il se rend inaccessible. Est-ce que c'est pas inélégant et méprisant à l'endroit de ses alliés politiques, M. Président Madakani? Bon, je ne suis pas le président, puisque moi, c'est pas moi qui je suis pas en alliance à la place de Chiroma et du président Bello. Une fois de plus, mon cher Nguessé, vous savez, notre parti, notre mouvement a beaucoup souffert et continue de souffrir de campagnes de calomnie organisées de la part de ceux qui veulent faire des démissions du ministre Chiroma et du premier ministre Bello, des opportunités politiques à saisir. Nous les laissons à leur contradiction. Ce que c'est, posez-vous la question pourquoi nous qui avons soutenu le président Paul Biya deux fois. Si, M. le Président. 2011 et 2018. Je bénis, je rends grâce au vrai Dieu parce que maintenant, tous ceux qui faisaient semblant de ne pas comprendre vont faire une différence entre un soutien et une alliance. Parce que beaucoup de gens parlent de tout sans savoir de quoi est-ce qu'ils parlent. Maintenant, on voit ce que c'est qu'une alliance et qu'est-ce qu'un soutien. Mais nous qui avons soutenu le président Biya deux fois, pourquoi n'avons-nous jamais rien demandé? Parce que notre soutien au président Biya ne nous a jamais aveuglés au point de nous amener à oublier, un, quelle est la nature du régime, deux, quel est le style gouvernant du président Biya. Je ne suis pas plus intelligent que le président Bello. Je ne suis pas plus intelligent que le président Chiroma. Je n'ai pas leurs expériences des affaires de l'État et de ce régime. À qui va-t-on faire croire qu'ils découvrent ce qu'ils dénoncent aujourd'hui? Mais les dynamiques... Non, je vais vous démontrer qu'ils ont soutenu le président Biya. Ils ont fait alliance avec lui en connaissance de cause. Monsieur le Président, les dynamiques politiques sont progressistes. On peut bouger et s'adapter au contexte national. Aujourd'hui, il y a un bouclier anti-Biya, anti-gouvernemental qui monte en puissance. La soif de l'alternance, ils peuvent surfer dessus, Monsieur le Président. Mais si les gens ont soif de l'alternance, moi, j'ai pas soif de l'alternance, j'ai soif de l'alternative. Depuis 15 ans, je travaille pour ça. Donc, on n'a pas le même problème. Monsieur le Président, attendez, un soif de changement. Mais je fais partie de... Il est disponible. Je ne suis pas un martien. Je fais partie du peuple camerounais, monsieur. Vous nous mettez où? Laissez ces mots-là, peuple camerounais, tout ça. Chacun, même tu vois, maintenant, il parle du peuple camerounais. Qui veut le changement. Le président Bello, c'est le peuple camerounais. Donc, autrement dit, quand il était avec le régime, là, il était contre les Camerounais, alors. Il faut compter les conséquences. Il était contre les Camerounais. Il était contre ce peuple-là. Vous ne mesurez même pas la gravité, en termes éthiques et politiques, du comportement de ces deux hommes d'État. Vous ne mesurez même pas. Mais je veux vous rappeler ça. Je suis en train de vous dire ceci. Ils ont signé des alliances en connaissance de cause. Maintenant, on peut changer, oui. Et dans ce cas, il faut être honnête quand on change. Vous ne pouvez pas dire aux Camerounais que le problème, c'est Paul Biya. Et vous n'avez pas le problème plus grave. M. Bello Bamagani veut être le futur président du Cameroun. Chiroma aussi, à défaut de l'être, ils veulent être des agents majeurs du changement. Mais de quel changement parle-t-on? Ne me posez pas ça. Un changement qui se Non. Ne me posez pas ça. C'est pas ma conception du changement. Allez poser de telles questions à ceux qui disent le changement à l'alternance. Allez demander ça. Ce n'est pas mon problème, moi, Banakani. Mon problème, c'est la libération de mon pays. J'ai pas le même problème qu'eux. Donc, si les gens viennent vous dire que c'est l'alternance, alors du coup, je laisse de côté le fait que le président Bello et le président Biya ont travaillé pour aller jouer ensemble. Vous semblez oublier ça. C'est connu, M. le Président. Non, mais il faut tirer les conséquences. Donc, non, c'est ça. Mais après, depuis que le président Biya est au pouvoir, le président Bello l'a accompagné, est son allié. Donc, ça veut dire que tout ce temps passé, M. Bello n'est responsable de rien. Vous voulez faire avaler ça au Camerounais? Il est responsable de rien. M. le Président, vous semblez Attendez. faire mention d'une disposition constitutionnelle qui indique au Cameroun que le président défie la nation, M. le Président Madakani. Que le président fait quoi? Défie la politique de la nation. Et dans ce cas donc, si quelqu'un est intelligent en politique, il ne peut pas s'allier à lui. Si tu vas t'allier avec quelqu'un qui définit la politique de la nation, ça veut dire que toi tu appliques ça. Ton cas est même plus grave.
Toi, tu appliques. Toi, tu t'assures que ça soit réellement, c'est-à-dire, comment on dit ça, implémenté. Et alors, c'est plus grave. De tous les points de vue que vous allez prendre, vous ne pouvez pas les exonérer de leurs responsabilités politiques quant à la marche mutuelle que les alliés avec le RDPC et le président Biya. C'est pas ça mon problème, hein. C'est pas ça mon problème. On se connaît. Moi, je ne suis pas là pour faire les procès ce type de procès. Ce que je n'accepte pas, c'est le fait qu'ils s'exonèrent totalement de leurs responsabilités. Ils n'assument pas ce bilan. C'est ça qui est, du point de vue de l'éthique, un crime politique. Du point de vue de l'honneur, c'est irresponsable. Notez, Monsieur le Président Banaka. Non, c'est vous qui posez la question. Il ne faut pas courir. Je vais aller plus loin. Alors, soit on a face à deux choses. Qu'est-ce que le président Bello et le président Tchourouma faisaient au gouvernement? S'ils ne sont comptables de rien, d'après leur discours, qu'est-ce qu'ils faisaient au gouvernement? Ils sabotaient le président alors. Ils servaient l'État. Ah bon? Ils servaient l'État? Si. Et comment? Donc, ils servaient l'État. D'accord. Et l'État là est nul en 43 ans. Je veux que dans des espaces sérieux, on ne parle même pas avec les gens comme ça. Et ils sont en train de dire qu'ils ont passé 43 ans à l'État, ils n'ont rien fait. Il n'y a rien de bon qu'ils peuvent revendiquer. Il n'y a rien de bon que M. Tchourouma, le Premier ministre, peuvent revendiquer d'avoir fait pendant tout ce temps qu'il était à l'État. Mais on préfère ne pas souligner ça parce que il faut diaboliser celui avec qui on a travaillé. C'est pas ça la politique. La politique, monsieur Ngossé, n'autorise pas tout et n'importe quoi. Il faut de l'éthique en politique. Notez, Monsieur le Président. Voilà. Mais ça, ce sont les aspects purement domestiques. Écoute-moi, tu étais là. Dans le fond des choses. Tous les dynamiques qui travaillent le monde entier, qui travaillent l'Afrique, le pays, c'est là. Le président le pense au quoi de tout ça? Le président me pense au quoi du franc CFA? Il pense au quoi de nos rapports avec le monde? Il pense au quoi de relations avec la France, avec le partenaire? Il pense au quoi? Le programme politique, ils le préciseront, Monsieur le Président. Non, il faut non. Le programme de Tchourouma est public. Ce programme présidentiel est public. Même pas un mot de tout ça. Il ne dit même pas un mot. On est au 21e siècle. Il veut incarner le changement. Le ministre Bello, alors lui, c'est grave. Sa froideur est légendaire. Et ses préférences géopolitiques sont connues. Quelles sont lesquelles, Monsieur le Président? Du néocolonialisme. Donc, vous voulez que moi je dise qu'il y a un changement? Donc, vous voyez que cette dynamique de démission aurait été digne d'attention au sens d'un véritable changement au Cameroun si nos amis, hommes d'État qu'ils sont, devenus opposants, ils ont le droit. À la démission. Ils ont le droit. C'est pas ça le problème. Ils ont le droit. Il faut veiller à ce que ce droit-là soit protégé. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que, à partir de leur longue expérience des affaires de l'État, ils voient le monde aussi comment. Dans le débat de ce temps-ci, c'est vous qui parlez de la factualité, dans le débat qui travaille le monde actuellement, leur position, ce sont des pro-français. C'est ce que j'appelle le nordisme politique. Le nordisme politique, c'est quoi? C'est l'idée politique néocoloniale française et coloniale française, à savoir que le Cameroun ne doit jamais être indépendant, ne doit jamais s'émanciper de la France. Et que pour ce faire, il y a un verrou qu'on a appelé le Grand Nord, verrou géopolitique à usage interne, le Grand Nord, constitué par des élites fabriquées par Ojoula et la France, qui historiquement brillent par leur opposition frontale à l'indépendance du Cameroun. C'est avec le Grand Nord qu'on a fabriqué un fief à Idjo et qui a servi aussi de base pour casser l'UPC et la marche de notre pays vers sa vraie indépendance. Ça s'appelle Axe Nord-Sud, monsieur. Ce sont des faits. Le nordisme politique a pour père sévère Louis-Paul Ojoula, travaillant pour le compte de la France. Et c'est lui qui est leur père en politique. Et lorsqu'il a fallu renverser André-Marie Bida, on a joué la carte du nordisme. Effectivement, avec Aïe. Écoutez, mais très bien.
C'est pas terminé, au contraire. C'est ça qu'on a besoin d'actualiser là. Donc, Bello Bouba, dans le fond de l'affaire, c'est ça qu'on actualise. Aïdou a fait en 58, je crois. Vous avez entendu ces gens parler du Cameroun quand ils parlent? Le Cameroun vient après. Ils parlent toujours en tant que porte-parole du Nord. Le Nord, le Nord, le Nord. Mais c'est quoi? Le Cameroun, c'est pas le Nord. Le Nord fait partie du Cameroun. Le Cameroun ne fait pas partie du Nord. Dans le discours, le rapport là est inversé. Mais écoutez le discours. Entre le Nord et le Cameroun, c'est lequel, monsieur le président Mandakani? Non, le Nord, c'est une région du Cameroun. Partie intégrante du Cameroun. Oui. Mais écoutez le discours. C'est comme si c'est le Nord qui contient le Cameroun. Non, c'est pas possible. Non, écoutez le discours, mais... Géographiquement, c'est pas vrai. Non, suivez le discours. Et moi, j'active votre... Suivez le discours. Oui, mais monsieur le président... Mais cette affaire du poids du Nord, sans le Nord, pas ceci, machin... Attendez. Mais ça frise un chantage à tout le pays. C'est du chantage, c'est inacceptable. D'abord, ce Nord politique-là, il est fondamentalement le fait de quelques familles et des élites. Ce n'est pas le fait des populations. Même si on les embrigade dans un communautarisme sévère, réactionnaire, ce n'est pas le fait des populations du Nord. Je ne parle pas de l'extrême Nord. Je ne parle pas de l'Adamawa. Je ne parle pas de la diversité des peuples qui composent cette ère, géographiquement parlant. Donc, il faut qu'on soit sérieux. On ne peut pas accepter ça. C'est pas ce chantage. Le Cameroun n'est pas une addition de régions, monsieur Nguessu. Le Cameroun n'est pas une arithmétique électorale. Mais écoutez le discours. Le Cameroun est réduit à être une arithmétique électorale. Écoutez Guiba et Gatama. Quand ils parlent de cette affaire, c'est quoi? Le Cameroun, c'est une arithmétique électorale. 40%, 45%. Sans nous, il n'y aura rien. Remettez-nous le pouvoir. Mais écoutez, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Monsieur le président, je pense c'est quoi ça? Alors, vous avez mis le pied dans... Tant ce n'est pas l'arithmétique électorale, c'est l'addition des régions. Ok. Comme on ne te voit plus, il n'y a pas de conseil des ministres, nous on va s'allier avec l'Ouest. Toujours les régions. Mais je vous dis une chose, quand on parle d'une région, attention, dans le cadre de la politique néocoloniale, de l'axe nord-sud, des axes géopolitiques néocoloniaux par lesquels la France veut tenir notre pays, quand on parle d'une région, différencier la région et les populations. Vivent dans la région. Oui, parce que dans la géopolitique française, on s'en fout des populations. On s'occupe des élites. Franc-maçon. Franc-maçon. Parce que le mot élite est fondamentalement franc-maçon. Donc, on met là-bas les régions. C'est quelle région? On parle de quelle région? Mais est-ce que les populations de ces régions n'écoutent pas les élites, monsieur le président? Peu importe, mais elles sont embrigadées. De manière profonde, c'est pas de leur faute. Elles sont embrigadées. Et qu'est-ce qui libère les populations? Mais c'est la diffusion de la pensée révolutionnaire, de la véritable pensée patriotique, de la pensée UPCiste, de la pensée panafricaniste. C'est ça. Monsieur le président Mandakani, si vous permettez, on va essayer d'avancer. Et nous avons... Non, je ne permets rien, je vous réponds. Préparions cette émission. Nous avons pris le soin, monsieur le président Mandakani, de consulter le rapport général des élections, produit par l'ELEC en 2018, monsieur le président Mandakani, lors de la présidentielle, pour avoir davantage une idée intéressante sur ce que vaut réellement le Nord électoralement parlant, monsieur le président Mandakani. Et nous avons rapporté au cas spécifique du candidat Paul Biya, vainqueur en 2018, monsieur le président Mandakani. Et il ressort ceci. Il ressort que dans l'extrême nord, le président Paul Biya a eu exactement 717 443 voix, qui étaient favorables, évidemment. Dans le nord, il a eu 291 640 voix. À l'Adamawa, il a eu 190 391 voix, ce qui lui fait un total de 1 119 508 voix. Rapporté à son total au global, il a eu exactement 47% de suffrages exprimés en sa faveur dans les régions de l'extrême nord du nord. Monsieur le président Mandakani, quand on prend conscience de cette réalité-là, de ce poids électoral de ces trois régions dans la victoire du président en 2018, monsieur le président Mandakani, avec les dynamiques actuelles dans ces régions-là, portées notamment par les États que vous avez cités, notamment Guiba et Gatama, après le mouvement dit nordiste, de monsieur Abdourahmane Amadou, qui a créé le mouvement VAR, qui veut dire vérificateur actif des résultats, le président Tiroma, désormais candidat, le président Bello, désormais candidat, monsieur le président. Est-ce que cette union objective des dynamiques du Nord ne créera pas les conditions pour le président Paul Biya aille au village plutôt que prévu, ou alors qu'il subit une défaite flagrante? En entendant monsieur le président Mandakani. C'est pour ça qui m'intéresse. Le président Biya rentrera tout le temps un jour au village. C'est ça le débat. Plutôt que prévu, parce qu'il manifestement il est candidat, monsieur le président. Vous êtes dans la Il terminera sa candidature, sa carrière avec une défaite totale, monsieur le président. Je vais jouer votre jeu, hein. Allons-y, monsieur le président. Que ce soit Tiroma ou Bello. C'est le nom, non?
Oui, mais le nom, monsieur le président. Vous mettez l'extrême nord où? Parce que tout ça, ce sont des chiffres d'une élection de l'ECAM 2018, n'est-ce pas? En 2018, tous sont appelés à voter le président Biya. C'est pour ça qu'il a ses voix, monsieur le président. Ok, je vous concède ça. Maintenant qu'ils sont candidats, il les aura. Non, je vous concède. Bon, ok, si c'est le cas, ils ne sont plus candidats. Si on fait votre arithmétique électorale, vous séparez l'extrême nord. Non, l'extrême nord est inclus, monsieur le président Madaka. Je dis qu'à partir du moment où vous êtes dans l'arithmétique électorale, est-ce que tous les ministres de l'extrême nord vous ont dit qu'ils sont contre le président? Mais parce que non, pour l'instant, puisque vous voulez jouer ce jeu-là, je vous prends votre jeu, on va rester dans ce jeu. Pour l'instant, M. Bello Matari, c'est le nord du Cameroun. Donc vous avez parlé de la politique nordiste, président. Monsieur, et c'est inclus avec les je veux jouer votre jeu. C'est un jeu que je n'aime pas. J'ai dit que le Cameroun, c'est pas une arithmétique électorale. Je l'ai dit. Mais puisque vous voulez jouer ce jeu-là, jouons un peu votre jeu. Jouons même ça. Qui vous dit d'abord que, même si on prend ça, actuellement là, si on considère qu'ils ont démissionné, ça veut dire que les voix de l'UNDP, on est même gentil. Parce que vous n'êtes pas sûr que tous les militants de l'UNDP appartiennent à M. Bello. C'est pas démontré. Et qu'ils vont suivre ces consignes de vote. Tous les militants. C'est pour ça qu'il est possible d'exclure que certains militants du ADPC, maintenant constatant la candidature de Bello, décident de retrouver de le suivre, M. le président. L'inverse est possible aussi. Oui, c'est dans les deux sens, c'est possible. L'inverse est possible. Dans les deux sens, c'est pour. C'est noté, M. le président. Dans ce cas-là, dynamiser votre arithmétique électorale. Ce qui était donc valable en 2018 ne sera pas valable en 2025. À quelques modifications près, M. le président. Non. De manière fondamentale, parce que les leviers des dynamiques sont en mouvement. Vous tirez les conséquences. Autant je vous conseille que vous avez dit c'est possible, mais admettez aussi que de l'autre côté c'est possible. Il y a une sorte de logique. Donc je vous dis que il n'est pas démontré que les militants de l'UNDP vont suivre tous le leader. Si c'est le cas, il n'aura que les voix de l'UNDP. Bon, depuis avant l'alliance. Si vous permettez, le président Thierry a clairement indiqué que s'il y avait une alliance de force, il était disposé à faire émerger une candidature forte, il se rallierait à cette candidature. Donc, il n'est pas exclu que dans les mois à venir, le président Bello trouve une plateforme d'alliance et que l'un des deux soit candidat. Ça fait là que les voix coalisées ça ne change rien. Ça ne change rien. Ça ne change rien fondamentalement. Même du point de vue de l'arithmétique électorale. Ça ne change rien fondamentalement. Si on anticipons, on l'a dit. Le destin de tout ça, la destinée, c'est que tôt ou tard, ça faisera pas une alliance Ouest-Nord. Ils n'ont pas deux alternatives. C'est-à-dire qu'à défaut d'être candidat à titre respectif, s'il veut faire quelque chose de plus, on dit ça, significatif. Oui, ça va être une alliance Nord-Ouest. Alors, si le groupe de Douala aussi a non, ne faites pas de saut. Ne faites pas de saut. On va jouer votre jeu à fond. Vous êtes dans la arithmétique électorale avec la question, avec son corollaire de bloc régionaliste. C'est très important la démocratie. De bloc, non, il n'y a pas de démocratie dans les deux colonies. Donc, on est dans on appelle ça, bon, je maintiens ça, hein. Statistique. Électoral. Je maintiens ça. Donc, je veux dire que si les candidats, tous les gens de l'UNDP vont voter pour lui. Je considère que tous votent pour lui. Allez voir les chiffres de l'UNDP. En tant que son poids électoral, en tant que parti. On ne peut pas battre le président bien avec ça. Du point de vue des statistiques électorales, vous pouvez battre le président bien avec ça. Maintenant, c'est pour ça qu'il s'allie avec Chiroma. Ne confondez pas les effets de foule avec le vote réel lors d'une élection. Le président Chiroma, son parti s'est constitué à la faveur des ressources de l'appareil de l'État mis à sa disposition. C'est le contraire du président Bello, dans une certaine mesure. Bello, le président Bello, lui, n'est pas un ancrage historique et généalogique connu, en plus des avantages que donne l'appareil d'État. Chiroma n'avait pas ça. Son parti s'est constitué parce qu'il est devenu ministre, il a fait ça. Bon, à partir du moment où il n'est plus dans l'appareil de l'État, aura-t-il la même force? Assurément non. Ah, on va tirer les conséquences. Bon, s'ils font l'alliance Noël-Bello, allez voir ce que vaut le parti de Chiroma en termes statistiques. Consultez les chiffres. Je ne vais pas faire ça parce que je ne m'attendais pas à vos questions, mais on peut consulter les chiffres. Hein. Allez voir ce que ça vaut. Même les deux réunis ne battent pas le président Biya du point de vue de votre arithmétique électorale. Donc, c'est vous qui faites ça. Maintenant, prenons l'axe ouest-nord.
C'est-à-dire que le ministre Bello, le ministre Tiroma, font une alliance avec le NRC, avec même l'UDC, etc. Le groupe de Douala aussi peut les porter, M. le Président. C'est le groupe de Douala, ils sont dans leur réunion. Ils sont dans leur réunion. Ils veulent une candidature forte, M. le Président. Non, ils n'ont pas encore. Attendons qu'ils aient. D'accord, M. le Président. Même s'il y a tout ça, ça ne suffit pas du point de vue de l'arithmétique électorale à plébisciter une victoire de ces gens, de cette coalition sur le président Biya. Vous allez très vite. Vous allez très vite. Je vous rappelle que on est dans un contexte politique sur le plan électoral. Il y a une légalité électorale maîtrisée. Je répète, il y a une légalité électorale maîtrisée. À qui, M. le Président? Pas par le président Biya. Connaissez que vous vous trompez. Et les Camerounais, est ce qu'il est, mais vous avez la preuve que le vote des électeurs au Cameroun est confisqué par le poids du communautarisme. Je vais rester poli. Je veux rester poli, hein. Je ne veux pas dire plus. Donc, la maîtrise légale du vote par les CAM contrebalance, équilibre la maîtrise du vote par la pression communautariste. Même dans ce jeu communautariste, le président Biya conserve des cartes que vous semblez évacuer très vite. Ce que je dis là, hein, je suis seulement en train de jouer votre jeu. Hein. C'est pas moi, c'est pas notre logique. Nous ne sommes pas dans ce type d'analyse quand on parle du Cameroun. Nous ne sommes pas dans ce type de positionnement quand on parle du Cameroun. Parce que c'est l'échiquier néocolonial. Qui malheureusement prévaut au Cameroun, M. le Président. Non, ça va de plus en plus, ça ne prévaudra plus. C'est notre combat. Et nous disons des choses. Nous sommes au cœur de ce combat. Nous affirmons cela avec force. Le Cameroun va changer. Ça ne dépend pas du président Biya. Ça ne dépend pas du RDPC. Nous l'avons déjà dit. Le Cameroun va changer. Or, votre arithmétique électorale vise à minimiser, à évacuer, à mettre hors de course notre dynamique. Donc, je me suis arrêté sur votre démarche parce que je dois vous répondre. Mais je vous demande que même dans ce jeu-là, le RDPC et son président ont des cartes. Ils ont des cartes. Qui leur garantit la victoire, M. le Président? Non, qui permet de contrer cette dynamique. C'est ce que je veux dire. Dynamique. Maintenant, ça sont des calculs qui sont basés sur la dictature des grandes ethnies, des grands groupes communautaires. Vous oubliez le reste du Cameroun. Ça, c'est criminel. Nous, on parle Cameroun. Nous ne parlons pas d'arithmétique électorale. Un pays, ce n'est pas une arithmétique électorale. Une arithmétique électorale, dans tous les pays du monde, est au service d'un projet. Est au service d'un avant-gardisme géopolitique. Est au service de la vocation d'un pays. Chez vous en Afrique, c'est le contraire. L'arithmétique électorale, néocoloniale, joue contre le pays, joue contre sa vocation. Mais nous, on lutte contre ça. Nous voulons casser ça. Et on va casser ça. Voilà pourquoi nous regardons les postures, les démarches du président Bello, du président Tiroma. Nous regardons ça avec le regard de l'histoire. Nous regardons ça avec le regard de l'expérience de notre pays. C'est dangereux. Et je vais vous surprendre. Je vais terminer par là. Ouvrez vos yeux. Y a-t-il une meilleure manière de faire campagne pour le président Biya que de faire ce qu'on voit là? On fait semblant de combattre le RDPC. Mais il n'y a pas de meilleure façon de faire campagne pour le président Biya que de réduire le champ politique à un agrégat de régions, de coalitions, de circonstances. C'est une base géoethnique. Mais le président Biya, d'abord, apparaît comme une victime de trahison. Et puis, quand quelqu'un subit la trahison, il paraît toujours sympathique en politique. Oui, il paraît sympathique en politique. De deux, pas meilleur moyen de le présenter comme le garant de l'unité nationale, comme le seul qui a une vision nationale des enjeux du pays. Donc, de manière dialectique, le président Bello et le président sont les meilleurs agents de campagne du président Biya, si ça continue comme ça. Sans le vouloir, je suppose. Mais c'est ce que je suis en train de vous dire. Parce que cette démarche, elle est dangereuse. Mais jusqu'à présent, aucun de nous ne connaît la réaction du président. Jusqu'à présent, il n'a pas encore réagi. Il ne se caractérise pas la lenteur de la nation, M. le Président. Ah, sauf quand il est menacé. Monsieur le Président Banakani. Sauf quand son pouvoir est menacé. Monsieur le Président Banakani, nous allons vous donner l'occasion d'apporter quelques clarifications par rapport à certains politiciens, certains analystes politiciens qui
qui tire un peu sur le nouveau mouvement populaire, et vous, vous êtes le président du nouveau mouvement populaire. Enfin, vous travaillez pour une fois pour vous. Monsieur le Président, vous avez souvent été taxé d'avoir fait alliance avec le RDPC, mais sauf que ces derniers temps, on parle de deux partis politiques qui ont rompu l'alliance avec le RDPC, en l'instar du parti de Tirouma et de Belobouba Magari, mais on n'a nulle part cité le nouveau mouvement populaire. Désormais, Monsieur le Président Banakani, vous avez dit que vous n'allez pas soutenir le candidat Paul Biya aux élections d'octobre 2025, aux élections présidentielles. Monsieur le Président Banakani, ça a semblé comme si vous avez actionné les manques de soutien au président du RDPC, parce qu'après ça, on a vu le président Tirouma du FNSC et le président de l'UNDP aussi annoncer publiquement qu'ils vont se présenter. Mais, Monsieur le Président, on aimerait que vous apportiez quelques clarifications. Quelle est la différence entre vous et eux? Je vous remercie pour une fois. Nos plateformes servent à parler de notre parti. Vous avez un peu dit, Monsieur le Président. Hein? Vous êtes un peu dur envers nous, Monsieur le Président. Non, je fais un constat. Il est évident. Mais c'est un choix. Nous, on fait la politique différemment. Et je suis très fier de ça. Premièrement, je suis heureux que vous rappelez ça. Ceux à qui nous faisons peur. Ceux qui sont conscients de la distance qui nous sépare en termes de consistance historique, politique et stratégique, on fait feu de tout bois en nous traitant d'alliés du régime. Alliés du régime. Nous avons passé le temps à dire non, il y a une différence entre un soutien et une alliance. Ils ont fait la sourde oreille. Mais je vous ai dit, il y a des gens qu'on n'attaque pas. On n'attaque pas la vérité. Aujourd'hui, ils sont grossièrement pris dans leur contradiction. Grossièrement. Ils découvrent qu'une alliance est différente d'un soutien. Donc, nous avons soutenu le président Biya en 2011 et en 2018, là où d'autres ont fait alliance. Et l'alliance conduit à ce genre de situation où des gens sont incapables d'être honnêtes, d'être cohérents avec eux-mêmes, ils font longtemps dans le gouvernement, eux-mêmes disent qu'ils n'ont rien fait. Ils disent qu'ils n'ont rien fait. Ils disent que c'était l'enfer, que 43 ans d'enfer. Ça montre leur niveau politique. Si on parle le cas du président Tirouma. Ça montre son niveau politique. Le président Bello est plus mesuré. Parce que bon, il est plus mesuré. Mais, malgré sa mesure, ça pose un problème sérieux, à tout point de vue politique. Donc, et ça c'est la conséquence d'une alliance. Parce qu'une alliance, c'est plus fort, c'est plus engageant qu'un soutien. Donc, nous espérons maintenant que les choses sont claires. Et que ceux qui ont passé le temps à nous insulter, à nous faire ce procès, qu'ils ont le courage d'affronter leurs contradictions et leur ignorance. On ne peut pas pardonner l'ignorance. Nous sommes tous porteurs d'ignorance. Mais il faut être honnête quand vous gérez vos propres contradictions. Il faut être honnête. Donc, le temps de l'honnêteté les rattrape tous. Chuter, Monsieur le Président, pour chuter, c'est votre question. Non, c'est important, Monsieur Nguesse, parce que il faut donner tout le retentissement que ça mérite. Allez-y, Monsieur le Président. À cette clarification. Ça montre que nous sommes très différents des autres. Nous sommes les seuls dans ce pays qui pouvons soutenir un adversaire politique sans rien lui demander. Pour l'intérêt du pays. Et chacun a bien vu que c'était l'intérêt du pays. Soutien patriotique, vous dites, vous avez Claire, passé. en 2011, Sarkozy, après Ouattara, avec clairement dit qu'il va fondre sur le Cameroun, et il avait son Ouattara au Cameroun, M. Marafa. Je me souviens encore de ce moment-là, Monsieur le Président. Mais à l'époque, les Camerounais fuyaient. Les ministres fuyaient même le pays. Les ministres avaient rangé leurs affaires à l'ambassade de France. Prêts à partir. Nous avons pris nos responsabilités. On a dit non pour notre pays. Et tous les jours, je cite les noms. Les témoins sont vivants. Nous n'avons rien demandé. Rien obtenu en tout cas. On a non. Obtenir, il faut demander. On n'a rien demandé. C'est important. On n'a rien demandé. Je voudrais rappeler que lorsque j'ai eu l'honneur de recevoir la médaille à titre exceptionnel, remise par le gouverneur du littoral. Oui, Betty Assomo, à son niveau, allez réécouter son discours. Qu'avais-tu dit? Que le Cameroun a besoin
de millions de Bandakani. Il a dit comment? On m'a offert de l'argent pour me récompenser. J'ai dit, monsieur le président, monsieur le ministre, je ne monnaie pas les services que j'ai dans mon pays. C'est un discours public, mais tu as son mot. Mais ça, nos détracteurs passent dessus. Parce qu'il faut diaboliser l'homme qui leur fait le plus peur. Mais ça ne peut pas résister face à la puissance de la vérité et de fait. 2018, tout le monde se rappelle dans quelles conditions ce pays était. Les membres de l'UNPC ont abandonné leur président. Nous avons pris nos responsabilités. Au nom de l'intérêt supérieur du pays, nous avons soutenu le président Paul Biya. Après qu'il ait envoyé quelqu'un vers nous, un émissaire. Comme on l'a fait en 2011, à travers le gouverneur de l'époque, Fayengo Francis. Ils sont tous vivants. Témoignez donc. Nous avons fait notre travail. Nous n'avons rien demandé. Allez voir le ministre Atangandi, il est vivant. Lors de l'élection présidentielle de 2018, le ministre Atangandi servait de relais entre le G20 et la présidence. Le fameux G20. Oui. Qui a été dissous juste après. Faut respecter notre État. Je ne dirais pas plus, mais Atangandi est vivant. Allez lui demander le comportement du président Bandakani par rapport au comportement des autres membres du G20. Il vous répondra. Je n'ai jamais rien demandé. Même quand on a fait des offres, j'ai dit ça ne m'intéressait pas. Mon cher Nguesse. Ce sont des faits. Vous avez demandé quelle est la différence? La différence, elle est là. Elle est là. Ce n'est pas la même approche de la politique. Je suis un UPCiste. C'est-à-dire que j'ai lu la vie de Mangabel, de Goussoudine, de tous les patriotes, des pères fondateurs du patriotisme camerounais. J'ai lu la vie de Neswandje, de Moumié. Elle vous inspire alors? J'ai lu la vie de tous les patriotes camerounais. Le Cameroun est un rare pays au monde. Il y a des patriotes sur tout le territoire. Des héros qui ont donné leur vie. Martin Kotsamba, les chefs du sud-ouest, du nord-ouest, la grande résistance au Cameroun. Amour, après pas citer les autres, etc. J'ai lu l'histoire. Mais ces gens, si vous avez pensé à eux, vous n'allez pas faire ce qu'ils ont fait. Et ce qu'ils ont fait, nous a profité. Et nous profitent. C'est ça l'idée fondamentale de l'UPCisme. C'est ça l'idée fondamentale du patriotisme. C'est ce qui nous distingue. Les autres formations politiques. Et les autres acteurs politiques. Eux, ils considèrent que leur intérêt personnel, fécondé par les intérêts étrangers, passe avant ceux du Cameroun. Nous c'est le contraire. Et c'est pas négociable. Et notez, monsieur le président Bandakani, je pense que monsieur le président, vous avez été suffisamment disert. Mais on a bien tout fait. Je veux ça. Allez-y, monsieur le président. C'est en août 2024 que nous disons que, comme résolution du Congrès, que nous n'apporterons pas notre soutien au président Biya. Le troisième congrès, je me souviens. Du NMP. Pas parce qu'on a un problème avec le président Biya. Parce que c'est ce qu'il faut faire dans les conditions actuelles pour le Cameroun. Et vous avez demandé une action exceptionnelle. Et nous avons demandé une action exceptionnelle du vrai Dieu. C'est pour le Cameroun. Vous voyez, les médias là, ils ont fait l'impasse dessus. Alors que ils nous ont diabolisés, ils nous ont reproché pratiquement d'avoir porté au président le soutien le plus déterminant sur les écoutes. Hein. Mais comment en même temps, quand nous disons que voici la résolution principale de notre congrès, depuis août 2024, voici sa teneur, ils font comme s'il n'y a rien. Et maintenant, ils sont en train de célébrer rupture d'alliance de l'UNDP et du FSNNC. C'est un ostracisme, c'est une volonté de le mettre à l'écart, mais qui joue en notre faveur et qui joue en défaveur de cela. Et notez, monsieur le président Bandakani, nous allons nous diriger tout droit du côté du Mali, un pays qui vous est cher, monsieur le président Bandakani, pour lequel vous avez eu le cesse de mener des combats particulièrement courageux et qui fort heureusement produit des résultats assez intéressants. Du côté du Mali, monsieur le président Bandakani, le président de Mali, son excellence Assimi Goïta, a jugé opportun de se rendre en Russie. Dans le cadre de visite officielle, il y a passé près de 4 jours, notamment du 23 au 26 juin 2025. Il a évidemment rencontré son homologue président russe Vladimir Poutine
Et il a signé lors de cette visite officielle plusieurs accords, M. le Président Manakani, dont 3 nous semblent assez importants. Et nous voulons ici vous les rapporter. Premier accord signé concerne la création d'une commission intergouvernementale russo-malienne sur la coopération commerciale, économique, scientifique et évidemment technique. Deuxième accord, quant à lui, est porté par une coopération stratégique et il a pour rôle notamment de dynamiser la coopération dans le domaine de l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques, en partenariat évidemment avec l'entreprise d'État russe Rosatom, qui est un expert international en matière d'énergie nucléaire. Ce partenariat, manifestement innovant, pourrait apporter une réponse structurelle à la crise énergétique que connaît le Mali, à travers évidemment le développement d'infrastructures adaptées. Le transfert des compétences, des technologies ainsi que la promotion des ressources humaines nationales est aussi inclus dans l'accord en question, c'est-à-dire qu'il est prévu que les compétences nucléaires soient transmises par la partie russe à la partie malienne. Le troisième dernier accord, M. le Président Manakani, porte sur les fondements de relations bilatérales entre le Mali et la Russie. Il ouvre ainsi la voie à une coopération renforcée de la sécurité, notamment en matière de lutte contre le terrorisme et de crimes organisés. À ce titre, il prévoit des mécanismes de formation, de fourniture d'équipements et un appui opérationnel structuré, consolidant évidemment les capacités nationales de défense et de sécurité. On a encore souvenir récemment le départ de Wagner et l'arrivée de Africa Corps, qui, n'est-ce pas, vient suppléer Wagner pour continuer à aider le Mali dans la lutte contre le terrorisme et qui travaille encore une partie du Mali, même si une grande partie a été récupérée par l'État malien. Monsieur le Président Manakani, lors d'une visite officielle comme celle-là, il y a beaucoup d'images qui sont prises. La fameuse poignée de main traditionnelle, Monsieur le Président Manakani. Mais au-delà de ça, Monsieur le Président Manakani, qu'est-ce que l'on peut espérer comme retombée bénéfique de cette visite officielle du président Assimi Goïta? D'abord pour son pays, le Mali, et ensuite pour l'AES dont il est le président ici, Monsieur le Président Manakani. Il va de la crédibilité de l'offre politico-stratégique formulée jusqu'à présent par la transition. On n'y est plus. Hein. La transition a été... On n'y est plus. Formulée par le pouvoir du président Goïta. Et il va de sa crédibilité. Les pays de l'AES en général, et en particulier le Mali, sont un tournant. Après des années de transition, l'enjeu sécuritaire dans son premier cycle de manifestation et d'épanouissement se justifiait par les résultats obtenus sur le front sécuritaire stricto sensu. Il y en a, M. le Président. Bien sûr, c'est pas nous qu'on va rappeler ça. Il y en a beaucoup. Mais on est entré dans un nouveau cycle où les résultats, du point de vue de la sécurité stricto sensu, ne suffiront plus pour opposer aux ennemis de la tradition, du pouvoir d'Assimi Goïta et de l'AES. Bref, on ne leur opposerait plus seulement les résultats en termes de sécurité, au sens stricto sensu, je précise. Donc il faut élargir l'idée de la sécurité. Nous comprenons tous qu'il n'y a pas de sécurité à long terme sans des bases fondamentales en matière de libération des facteurs essentiels déterminants pour booster la croissance, pour booster la production des richesses, de manière à ce que les Maliens ne considèrent pas que le changement qu'on a apporté se traduit simplement par des sacrifices, etc. Donc on est entré dans cette phase-là. Mais je l'avais déjà signalé il y a quelques années, hein, pour dire que à l'urgence sécuritaire, il faut adosser une urgence de développement. Ne serait-ce que dans la libération des facteurs fondamentaux de développement. Et la question énergétique est essentielle à ce niveau. C'est la raison de signature avec Rosatom. La question monétaire est majeure. On n'est pas naïf. Nous sommes au fait de tous les
les réflexions, de toutes les actions préliminaires qui sont travaillées en coulisses. Mais il faudra bien aborder cette question. Et pour le faire, pour anticiper sur le sabotage programmé de la monnaie par la France et les pays de l'OTAN, auront un apport important. Il faut stabiliser cette projection stratégique avec un partenaire fort. Le partenaire fort, c'est la Russie. Maintenant, la Russie n'a pas que les armes à vendre. La Russie a de la technologie, la Russie a une grande expérience dans les affaires, dans le commerce, qu'il faut exploiter. Donc, je pense qu'on est là dans le président Assimi Goïta l'a bien compris, le pouvoir malien l'a compris, et je pense que c'est dans cette dynamique-là qu'il faut situer cette visite-là. Donc, c'est une bonne chose, une très bonne chose. On a besoin d'une visibilité concrète au-delà des résultats qu'on a conquis sur le domaine de la sécurité. On a besoin de voir concrètement les réalités générées par ce partenariat stratégique dans le cadre du Nouveau Monde. Effectivement. Le Nouveau Monde, les BRICS, la Russie, etc. Donc, qui soit autre chose que de la sécurité pour la sécurité. Donc, nous saluons ça. Saluons ça. C'est d'autant plus nécessaire parce qu'au niveau sous-régional de l'AES, on a avec l'Algérie, l'ambition marocaine, etc. La question de l'enclavement du Mali et ses conséquences au niveau des choix stratégiques, c'est nécessaire. Il faut que ce partenariat stratégique majeur ouvre des fenêtres d'opportunité qui donnent à l'État du Mali la possibilité de gérer les contraintes sous-régionales. Vous prenez un pays comme le Togo, la relation AES-Togo, Mali-Togo, qui est basée sur la question de l'enclavement du Mali et l'opportunité qu'offre le port de Lomé. Présente des risques liés au caractère erratique et flou des options du président Faure, Yalema. Nous savons qu'il n'est pas un panafricaniste, même s'il veut revêtir le masque. Donc, avoir un partenaire comme ça, sur le journal, peut être ponctuellement utile, mais à terme, on ne peut pas s'appuyer seulement sur un tel partenaire. Les relations avec l'Algérie, qui connaissent les tumultes que nous connaissons tous, génèrent de l'incertitude et de l'inquiétude stratégique au niveau sur le journal. Les ambitions marocaines peuvent attirer dans un contexte où les contextes stratégiques manquent de profondeur. C'est en cela que l'approfondissement du partenariat stratégique avec la Russie, au-delà des questions sécuritaires, est la bienvenue. Ça a donné au Mali de la profondeur pour gérer les contextes sous-régionaux, mais beaucoup plus de sérénité. Et en même temps aussi, ça donne la possibilité au partenariat russo-Mali de montrer que, au-delà des questions militaires, la Russie, une coopération avec la Russie, peut être extrêmement riche dans le cadre du commerce, dans le cadre de l'innovation monétaire, dans le cadre de l'énergie, dans le cadre agricole, etc. Donc, c'est une bonne chose. Si on fait une halte spécifique sur la question énergétique, Monsieur le Président Bandakani, le Mali est en train d'initier une dynamique visant à acquérir à terme une centrale nucléaire. Et quand on sait que le Niger est l'un des producteurs majeurs d'uranium dans le monde, on pense que l'AES ici, si la dynamique est bien conduite, évidemment, pourra déboucher sur un véritable hub énergétique. Et ces pays ne pourront que se féliciter. Vous avez tout compris. C'est ça le panafricanisme. Parce que si ça débouche sur de vrais accords opérationnalisés, c'est une révolution. C'est une révolution qui ouvre les portes, n'est-ce pas, d'une grande avancée technologique aux pays africains, dans le cadre d'une meilleure maîtrise des enjeux énergétiques et tout ce que peut apporter le nucléaire civil
Donc c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Et on voit à quoi peut servir donc l'uranium que le Niger a, de nature à consolider la fédération, à la rendre plus forte, et maintenant à entraîner d'autres à y adhérer. Donc, vous avez bien compris mon cheminement. La fédération doit offrir autre chose que la sécurité pour la sécurité. On n'apprend rien à la fédération quand on dit ça. Hein. Ils le savent. Mais les populations veulent voir. Veulent voir. Ce que nous avons longtemps appelé le panafricanisme du gouvernement joue sa crédibilité à ce niveau-là, dans le cadre de l'AES. Il faut débloquer tous les blocages historiques qui empêchent nos pays, les pays de l'AES, de rendre réel leur potentiel économique dans tous les domaines. Booster l'agriculture, booster les possibilités d'industrialisation. Pas d'industrialisation sans électricité, sans énergie. Pas de développement sans monnaie. Effectivement. Là, on voit que les choses sont claires. Les choses sont claires. Moi, je pense qu'on est arrivé à ce niveau-là. Ce sont des régimes qui ont mûri, qui maîtrisent de plus en plus les contraintes de l'État dans le cadre de sabotage géopolitique et des manœuvres de la France et de l'OTAN visant à renverser ces régimes-là et à dynamiser le péril terroriste pour saboter les actions de ces régimes-là. Ces régimes l'ont mûri. Maintenant, il faut développer une nouvelle réponse, n'est-ce pas, qui soit autre chose que les réponses. Monsieur le Président, nous allons rester en Afrique de l'Ouest, mais cette fois-ci au Togo, où depuis déjà quelques jours, nous assistons à un théâtre très violent de notre côté du Togo à Lomé, où il y a une protestation populaire anti-gouvernementale, et ces populations réclament la baisse de l'électricité. Ils dénoncent la réforme constitutionnelle qui vise à consolider le pouvoir de Faure Gnassingbé, qu'il faut rappeler que ça fait déjà depuis 20 ans, depuis 2005 plus précisément, qu'il a accédé au pouvoir après le décès de son papa. Monsieur le Président Banakani, ce qui nous intéresse ici, c'est le timing de cette protestation populaire qui s'inscrit juste quelques jours après que la conférence de Mansa avait été annoncée, où il y a eu une association qui se réclame panafricain, appelée le mouvement de la jeunesse togolaise, qui ont protesté farouchement et qui ont repoussé, et ça a permis à annuler la conférence de Mansa qui était prévue le 26 au 28 juin du mois passé. Monsieur le Président Banakani, est-ce qu'au regard de ce timing, on peut dire que le syndrome AES est en train de s'intégrer fortement dans la mémoire politique du peuple togolais? Si on tue le totem, son propriétaire est mort, en principe. Dans ce cas, le totem, c'est qui et le propriétaire, c'est qui? Vous voulez le citer quoi là, tout à l'heure? Une association dont je ne vais même pas prononcer le nom, animée par un agent de la France qui, à sa retraite, s'est trouvé une nouvelle mission de venir infiltrer le panafricanisme en servant d'agent opérationnel à la famille Eyadema qui veut revêtir. Donc, il a su la proximité en tout cas. Il n'a jamais caché, Lui et sa bande, hein, je les connais très bien. Moi, j'étais au Mali, dans une réunion, ils m'ont fait des offres claires. Je les ai déclinées, évidemment. Bon, je les connais très bien, je connais très bien ce mouvement et tout ce qui tourne autour. Donc, c'est même plus profond que les gens n'imaginent. Hein. C'est très profond. C'est très profond. Le régime Eyadema, c'est un régime qui est profondément enraciné dans les blocs géopolitiques qui ne veulent pas voir l'Afrique émerger. C'est profond, hein? Le régime Eyadema, c'est un relais de l'état profond mondial. Écoutez bien ce que je suis en train de dire. Hein? C'est un relais africain de l'état profond mondial. C'est un régime très enraciné dans la conservation de pouvoir au service des ennemis de l'humanité. Ce qu'il dit là est fort, mais je dis, c'est ce qu'ils sont. Ce régime-là, il est là, il est comme ça.
Donc, réfléchissant à la bourrasque panafricaniste et ses conséquences, il a habilement fait de vouloir se déguiser en ange panafricaniste. Ce qui ne peut pas être. Et ce déguisement-là, si ça réussissait, ça menaçait sérieusement le pays de l'AES. Parce que j'ai pu vérifier la russophobie primaire et épidémique des principaux dirigeants du Togo. Je l'ai vérifié de près. Russophobie primaire. C'est quand même surprenant que vous soyez aussi russophobe et que vous dites que vous êtes membre de l'AES, que vous voulez entrer dans l'AES. Vous y entrez pour faire quoi? C'est la Russie qui est en train de faire sa contribution. C'est un partenaire stratégique de l'AES. Vous voulez y entrer et vous manifestez de manière décomplexée une telle russophobie. Or, la russophobie primaire est une caractéristique de l'État profond au niveau global. Je l'ai vérifié. L'instrument de déguisement du régime Yalema, c'était cette bande dirigée par cet agent. Donc, je l'ai toujours dit, tous ceux qui vont tenter d'infiltrer le mouvement panafricaniste, ils vont voir ce qu'ils cherchent. Nous connaissons les fondements de ce mouvement de renaissance panafricaniste. On connaît les fondements. C'est quand même nous qui avons commencé cette affaire. Quand nous parlons du vrai Dieu, ce n'est pas un jeu. Donc, on est heureux de voir que c'est un grand pas franchi. L'aventure de cette bande d'agents au service de la France et de l'étranger, les ennemis de l'Afrique, sont jeux de pouvoir par le peuple togolais. C'est une grande avancée. La deuxième chose, c'est que l'opération de déguisement de M. Faure, qui a fait un tour de passe-passe jamais vu. C'est-à-dire qu'il invente un faux régime parlementaire. Il est le président du conseil, chef de gouvernement. Et il met un pantin, président de la République. Il n'a même pas honte. Il faut avoir un peu honte dans la vie. C'est-à-dire il faut prendre les Togolais pour des moutons et que ça va passer comme ça. Parce que c'est l'histoire de cette famille depuis le père. Des tours de passe-passe. On fait les élections, on se déguise, on fait les élections, on se fabrique des légitimités historiques, etc. Alors qu'on sait qu'on ne l'a pas. C'est une famille illégitime, historiquement, par l'assassinat du président Sylvanus Olympio. C'est un régime maudit, historiquement parlant. Ils sont, monsieur Yadema, père, c'est difficile de parler d'un, quelqu'un qui n'est plus là, mais on est obligé. C'est-à-dire que, mais l'idée que c'est fait du Togo est inacceptable. Allez lire, comment monsieur Yadema prend le pouvoir? Yadema père, comment il prend le pouvoir? Mais, et tout à l'heure, on y reviendra parce qu'il faut dire un mot à ceux qui veulent changer le Togo. Bien sûr, monsieur le président. Parce que j'ai un problème avec eux. Parce que on change pas un régime aussi enraciné comme ça. Pour comprendre l'histoire de ce pays, allez lire les conditions d'accession à l'indépendance du Togo. C'est un pays qui ressemble beaucoup au Cameroun, par son histoire. Les différents pas par lesquels il est passé. Puissance. Mandat, il n'a jamais été une colonie, c'est la même chose. Et puis on a décapité une partie du pays, comme on l'a fait au Cameroun, au Nigeria. Donc, à ce niveau-là, c'est un pays frère, vraiment, dans le sens historique du mot. Du moins, à ce niveau-là seulement. Mais, à l'indépendance, ils ont eu un génie, Sylvanus Olympio. C'était un génie, ce monsieur. Brillant d'abord, à l'époque. Avoir son cursus scolaire, c'était impressionnant. Et il a tout sacrifié pour son pays, Sylvanus Olympio. Patriote, c'est vraiment le père de l'indépendance de ce pays-là. En faisant tout pour libérer le Togo de la même mise de la France. À l'opposé, vous avez un agent ténébreux historique comme ça qui est apparu. Il revient d'Indochine, c'est un légionnaire français. Ce sont des militaires qui rentrent de l'Indochine, ils ont travaillé pour la France, etc. Monsieur Yadema au Togo, le père, il considère qu'il doit prendre le pouvoir à tout prix. C'est la seule base du fait que... Il est légionnaire. C'est clair, c'est la seule base. Sylvanus Olympio engage les grands travaux de libération de son pays sur le plan monétaire. Pour ne parler que de la monnaie, mais il fait des choses extraordinaires. C'est un monsieur à qui Unilever, l'entreprise qu'il employait à l'époque, certainement sous la pression de la France, on lui offre un départ doré, un poste doré à l'étranger.
Il refuse, il démissionne. Il s'est livré entièrement à son pays. Les ressources qu'il avait, il construit des ministères. C'est-à-dire, il posait les bases indépendantes de son pays. Focard. La belle aventure s'est arrêtée net. Focard. Les ordres de De Gaulle, en passant par la gendarmerie française au Togo, vont armer Eyadema, qui vont assassiner ce monsieur dans les conditions que nous connaissons tous, avec la complicité des États-Unis, et il va revendiquer ça fièrement de l'avoir assassiné. On va mettre un autre pion français, Gunusky, Nicolas Gunusky, un autre pion français, le temps que, un peu comme Ozaï, avant Mobutu, le temps que Eyadema se prépare, il prend le pouvoir. Dans les conditions que sont celles. Et depuis ce jour-là, cette famille considère que le Togo leur appartient. Donc, M. Faure Eyadema est l'héritier, Faure Gnassingbé, il est l'héritier de cette tradition politique de la famille. Bon, il y a des contradictions dans de la famille, hein, mais bon, il est l'héritier, son père, et... Il n'a jamais renoncé à ça, en tout cas. Au contraire, le Togo leur appartient. Alors, donc, il est à la fin de son mandat, là, son mandat finissait. Oui. Qu'est-ce qu'il fait? Parce que le Togo leur appartient. Il décide de crier un tour de passe-passe, il change la constitution, il modifie le régime, et il a pour agent publicitaire la bande que vous avez citée qui disent qu'ils ne sont pas africanistes. C'est ça l'affaire. Or, ce régime en 50 ans n'a pas été en mesure de sortir le Togo des problèmes contre les colonies françaises. Les populations sont pauvres, en face de l'enrichissement éhonté de quelques privilégiés, dont la famille Faure et leur clientèle dans le pays. Bon, Faure dit que ma mère est du sud, mon père est du nord, donc j'incarne le Togo, mais ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Donc, il y a une misère, la pauvreté, vous n'avez qu'à voir quelle est la situation du pays au niveau, dans sa relation avec les bailleurs de fonds. Allez voir la cotation du pays, puisqu'ils aiment tant ce type d'indicateurs. Allez voir la cotation du pays au niveau des bailleurs de fonds, etc. Le pays est pauvre, la jeunesse est abandonnée à elle-même. Cette jeunesse se révolte. Elle se révolte. À la suite des contestations que le pays a connues sous Eyadema père. Ensuite, dans les années 90, avec la grande époque, avec les Yawa Boivo, les Ninimvi, les Maître Kofi Go, etc. Donc, à l'époque, la grande épopée, avec Justice Olympio, le fils, avec qui ils vont trouver un accord plus tard, après. Donc, ils se sont arrangés. En tout cas, ça n'a jamais cessé au Togo de contester le jeune rappeur là, qui va réussir à incarner cette révolte de la jeunesse qui ne se retrouve plus dans ce que fabrique le régime de M. Faure. Ça va déclencher un mouvement de contestation dans la rue. Des régimes comme ceux de M. Faure Eyadema, tous ces régimes, vous savez, depuis longtemps, j'ai dit à Afrique Média que les régimes qui ne vont pas prendre en compte le vent panafricaniste ne tiendront pas. Je l'ai dit à plusieurs reprises. Vous avez dit qu'ils seront balayés. Balayés, je l'ai dit à plusieurs reprises. Pas besoin de... C'est valable pour le Cameroun, c'est valable pour tous les pays africains. C'est un vent mondial, c'est un renouveau mondial que nous sommes en train de vivre. Des régimes du passé comme ça, qui symbolisent le vieux monde, le monde de la honte, ne peuvent pas tenir. Donc les conditions sont réunies pour que ce régime tombe. Mais dans le jargon, on dit conditions objectives réunies, ça attend les conditions subjectives. Lesquelles? C'est ce qui manque là-bas. Il faut plus que la rage d'un rappeur. Fut-il brillant, fut-il passionné, fut-il celui qui porte. Et là, je voulais dénoncer ce qu'a fait le régime Faure. C'est extraordinaire. C'est des méthodes horribles. On l'a enfermé dans un asile psychiatrique. On l'a injecté. Mais est-ce que vous vous rendez compte? Vous le rendez véritablement malade. Alors. Oui, on l'a injecté pour qu'il perde ses sens. Des substances toxiques. Faure a fait ça. Mais c'est extraordinaire. Il a fait ça. Donc il a fait ça et obligé le gars à venir demander pardon. Ce sont des méthodes, c'est-à-dire, c'est incroyable. C'est incroyable. Voilà, c'est incroyable. Et on va appeler ça panafricanisme. Au niveau de répression qui est appliqué. Mais arrivé à ce niveau, vous enfermez quelqu'un, dans l'asile, vous l'injectez des choses et vous demandez qu'il vienne demander pardon. C'est Mobutu qui faisait des choses comme ça à l'époque, aux Zaïre. Pour ne pas citer d'autres. Et cette dernière manifestation, Monsieur le Président, nous avons... On a retrouvé son nom.
du rappeur. Oui. Vous parlez du rappeur. Vous trouvez son nom là? Pendant que la régie va nous donner son nom, Monsieur le Président, nous rappelons aussi que certaines vidéos sont en train de circuler où ces dernières manifestations, le gouvernement a été vraiment très violent, où on a vu les enfants qui ont été jetés dans l'eau et la société civile compte déjà parler de 7 morts et plusieurs blessés. C'est la tradition Yadema. Répression. La famille Yadema, ça fait ça. Depuis son frère Etienne Nassimbe, qui dirigeait la fameuse division parachutiste, les parachutistes sur Yadema. C'est-à-dire, il considère que... Tout à l'heure, vous parlez de Amron, je me rappelle. Amron, il s'appelle Amron, voilà, merci. Donc, vous voyez, depuis le père, l'un des piliers de ce régime, c'est une répression. Et violente. Mais quand on a dit tout ça, ça fait longtemps que je reproche à mes amis togolais leur volonté de ne pas mesurer la détermination de l'adversaire qui est en face d'eux. J'ai l'impression qu'ils ne connaissent pas très bien les profondeurs de ce régime. Dans d'autres cycles de contestation, il y a quelques années, avait émergé un jeune panafricaniste là-bas, Picti à Pacham, je crois. À Pacham. On était entré en contact. Je lui avais mis en garde contre ça. Il ne nous a pas écouté. Et ça s'est terminé. Il ne faut pas reprendre ces erreurs. Il faut que les enjeux, les stratégies soient là de dénonciation. Il ne faut plus que ça pour ébranler ce régime. Pour jeter sur la question, Monsieur le Président. Donc, c'est ce que nous disons à nos amis togolais. Mais je pense que les conditions sont réunies pour la chute de ce régime. Pas forcément parce qu'il y a les contestations, mais il est très affaibli de l'intérieur à cause des contradictions inhérentes à Iran qu'il a accumulées pendant plus de 50 ans. D'abord, même au sein de la famille Yadema, que ce soit avec Etienne est mort dans les conditions bizarres, mais avec Pacha, son frère Pacha, c'est un régime où on prend la femme de son frère, on lui fait des enfants, faut la faire, de ses frères, etc. Donc il y a des contradictions d'abord au cœur de la famille, ce qui peut augurer d'une évolution comme au Gabon. Au Gabon, mais il y a même des contradictions graves dans même qu'on appelle le serré du régime. La force du pouvoir du Yadema, c'est l'armée, qui est une armée cabier. Hein? On dirait une armée familiale. C'est d'abord l'armée et la maîtrise des forces de répression. Il compte là-dessus. Donc il faut une réflexion stratégique qui intègre toutes ces données-là de manière à aller au-delà simplement de contestations comme ça. Ils ont le moyen de venir à bout, puisque je veux rappeler aux gens, le régime Yadema a des ramifications internationales que vous n'imaginez pas. Le père Yadema a été mis entre parenthèses par la conférence nationale. Il est revenu au pouvoir par la violence sauvage. La communauté internationale a fermé les yeux. Ils ont fermé les yeux. Deuxièmement, quand il meurt, quand il décède, comment faut prendre le pouvoir? Il y a un président de l'Assemblée nationale, je pense que c'est un certain Ouattara, Fambacha Ouattara, qui est le dauphin constitutionnel. On va le bloquer au Bénin, hein. On va l'empêcher de rentrer. L'armée va imposer fort. On va crier, crier. Après, on fait les élections, il dit qu'il est candidat. Et il gagne. Comme par enchantement, il a gagné. Le président national l'a protégé. Regardez comment, sans tout le passe est passé, ça coulait comme l'eau de roche. C'est-à-dire, sans contestation en tout cas. Non, dans le monde. Alors que ces mêmes gens font feu de tout bois sur les pays de l'AES et ailleurs. Mais c'est passé, M. Macron n'a rien vu. Le temps n'a rien vu. On a fermé les yeux devant une telle grossièreté. Donc je veux dire quoi? Je veux dire que il faut bien connaître que ce régime-là, il a des ramifications internationales très profondes. C'est un petit enfant chéri de la communauté internationale. Parce que c'est leur village, entre guillemets, où il peut se permettre tout. Nous allons revenir sur le Togo dans d'autres éditions. C'était important que je le dise. Ça ne suffit pas que le régime de Yadema soit affaibli, soit discrédité, ses bases sociales soient très affaiblies. Ça ne suffit pas pour le renverser. Il faudra plus que la détermination de notre ami Amron et toutes ces sociétés civiles
Je ne crois pas à la thèse là, que la France va renverser. Il faut arrêter ça. C'est le discours, parce qu'il veut se faire par l'africanisme. La France va renverser fort. Ils sont tellement liés. Donc il faut arrêter ça. Mais le spontanéisme de cette société civile et sa rage, ça ne suffira pas. Il veut dire, il faut allier à ça une profonde réflexion. Et la source, ils peuvent s'inspirer, c'est l'histoire de Sylvanus Olympio. C'est-à-dire, il faut le nationalisme togolais. Oui. Et adosser à ça un puissant ressourcement spirituel. Notez, Monsieur le Président Banakani. Sans cela, ce régime peut tomber, mais se régénérer sur notre forme. C'est noté, Monsieur le Président Banakani. Je pense que ce que nous souhaitons à la société civile togolaise qui est manifestement exaspérée par le régime de Gnassingbé et doit pouvoir travailler en s'espérant de vos conseils pour réussir à le faire tomber, effectivement. Monsieur le Président Banakani, nous allons aller du côté du Moyen-Orient pour évoquer une actualité qui est désormais beaucoup plus agitée qu'elle n'était il y a une semaine, Monsieur le Président Banakani. Vous avez souvenance que l'Iran et Israël se sont livrés à une guerre objective. Provoquée, évidemment, l'Israël a été à l'origine de la guerre en question et l'Iran a riposté, M. le Président Banakani. Le président Trump a surgi pour imposer, d'après ses propres dires, un cessez-le-feu entre l'Iran et Israël dans ce que nous appelons la guerre de 12 jours, M. le Président Banakani. Dans un article rédigé par Mike Whitney, elle a publié dans le réseau, dans un journal sacré francophone, elle déclare: en seulement 10 jours, l'armée iranienne a méticuleusement détruit une partie considérable des installations militaires, industrielles, énergétiques et de recherche les plus prestigieuses d'Israël à travers le pays. Si la guerre avait duré une semaine ou deux de plus, la Terre Sainte, Israël en l'occurrence, aurait été réduite à un désert fumant du tiers-monde, impropre à toute habitation humaine. En bref, il ne s'agissait pas de ce feu normal, il s'agissait certainement d'une capitulation désespérée de l'adversaire dépassé, qui s'est rapidement rendu compte qu'il jouait dans la cour des grands. Monsieur le Président Banakani, voilà, c'est comme ça que voilà la description que fait la journaliste Mike Whitney. Partagez cette information, Monsieur le Président Banakani, selon laquelle l'Israël a subi une défaite stratégique majeure. Le cessez-le-feu annoncé par Donald Trump est en réalité une capitulation déguisée, Monsieur le Président Banakani. Ce n'est plus c'est pas une affirmation, c'est un fait. Donc, vous dites c'est un fait. C'est un fait. Partagez son bien, donc, Monsieur le Je partage bien, c'est un fait. Les faits s'imposent. C'est la capitulation. On a fouetté correctement le peuple élu, l'État élu. On l'a fouetté correctement. Donc, c'est un tournant majeur dans la géopolitique mondiale. Majeur dans la géopolitique mondiale. Là, véritablement, c'est une accélération de la chute de l'Occident. À travers la capitulation de sa figure totémique, Israël. De sa figure morale. Puisque, à partir du moment où l'Occident protège Israël, il est moral. Il est, avec Israël, l'élu de Dieu. Donc, qui sont incontestés et incontestables. D'ailleurs, la puissance qu'ils ont déployée ces 7 siècles récents, je parle de l'Occident, jusqu'à l'avènement de l'État sioniste, est la preuve que Dieu les a choisis. Tout ça est terminé. Fini. C'était une véritable capitulation totale. Et les dégâts sont considérables. Elle a raison. Si ça avait duré, on aurait rasé. On aurait fait d'Israël un Gaza 2 sans génocide. Donc vous dites on aurait fait d'Israël un nouveau Gaza. Sans génocide. On aurait infligé aux Israéliens ce qu'ils infligent aux Gazaouis. Parce que les Iraniens on a vu qu'ils sont plus moraux que l'état moral d'Israël. Parce que les cibles étaient bien. Le ciblage était maîtrisé. On a évité de tuer les civils au maximum. On a évité au maximum de tuer les civils. Contrairement aux sanguinaires, déséglé mental de Netanyahou, qui lui jouit quand il tue les enfants, il tue les femmes. Bref, quand il génocide, c'est la protection de la communauté internationale autoproclamée co-génocidaire à Gaza. Monsieur le Président Banakani, nous allons quand même rester sur les conséquences. Je veux que vous riez, hein, au lieu de pleurer. Bon, du moins nous rions parce que c'est mieux que de pleurer. Nous savons que vous avez toujours utilisé ces lexiques face à M. Netanyahou. Mais Monsieur le Président, interrogeons un peu les conséquences quand même de cette guerre, puisque si... Mais quand vous voulez relativiser mes propos, vous dites que c'est un lexique. C'est pas ce qu'il est. Hein. Monsieur le Président... On doit appeler un chat quoi? Un chat n'est pas un chat. Il est ce que vous pensez qu'il est. Je ne pense pas. Vous ne voulez pas obligé de faire comme les journaleux occidentaux. Vous n'êtes pas obligé de faire comme eux. Monsieur le Président, nous posons des questions. Oui, mais
pour dire que ça ne vous interdit pas ne vous autorise pas à l'accuser de faits aussi graves. Moi, je cherche les mots pour le qualifier. C'est un génocidaire. C'est un buveur de sang. Est-ce que il est mentalement déréglé? Du moins, ce sont des faits, c'est confirmé, monsieur le président. Et alors, c'est qu'on fait à Gaza. Comment ça est là? Gaza, c'est quelque chose de... D'ailleurs, il y a un lien entre Gaza et ce qu'ils ont reçu là. Moi, je crois à l'action du vrai Dieu. À la justice divine. Divine, d'ailleurs. D'ailleurs, monsieur Djengele, mon cher Nguesso. Ne soyez pas modeste quand ce n'est pas nécessaire. Nous avons pris beaucoup. Ça fait 2 ans que nous annonçons la chute d'Israël. Et là, c'est là où je voulais aller. Contre Bar et Marie. Okay, vous avez souvent annoncé la chute d'Israël. Certaines personnes disent que ça fait depuis 10 ans déjà, sur les plateaux d'Afrique Média, pour ne pas citer, ben, il faut quand même rappeler, donner à César ce qui appartient à César. C'était sur les plateaux d'Afrique Média que vous avez annoncé ça. Et dans les différents faits médiatiques, monsieur le président. Et aujourd'hui, Israël est vraiment anéanti, même si on refuse de montrer certaines images des vies d'Israël, mais tout au moins les images d'amateurs, ceux qui sont contre l'Holocauste de Netanyahou à Gaza, quand même présentent des images qui montrent qu'Israël aujourd'hui est devenu un Gaza dans la forme détruite. Les Juifs humains, les Juifs sincères, les Juifs qui font partie de l'humanité, ils font leur travail. Ils sont solidaires. Ils sont solidaires. Ils étaient solidaires des Palestiniens. Ils restituent la vérité à travers les images d'amateurs. C'est pour ça qu'il ne faut pas confondre les Juifs et l'État d'Israël. Il ne faut pas confondre les sionistes et l'ensemble des Juifs. Monsieur le Président Banaf. C'est un fait, puisque je n'ai pas cessé dans l'analyse géopolitique de faire le lien entre l'Occident et Israël, mais surtout d'insister sur le verrou eschatologique et spirituel que constitue Israël pour l'humanité. Je n'ai pas cessé de le faire. Tellement tu as incompris de la part de beaucoup d'Africains qui nous disaient ça ne nous concerne pas, laisse-les entre eux. Mais ils oublient les Falachas. C'est qu'on a fait subir seulement aux Falachas, c'est-à-dire les Éthiopiens. Et les Éthiopiens juifs qu'on a enfin accueillis en Israël, mais avec une condition, en les stérilisant. Mais c'est un État, c'est-à-dire, cet État d'Israël, mais il n'y a pas plus satanique qu'un par État sur la terre. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas de tête qui est présente. Là, vous êtes gentil, c'est pas ce que tu as fait. La condition pour accueillir les Falachas a été de stériliser leurs femmes. En injectant, j'ai oublié le nom de cette injection, ce produit, ce vaccin. Mais c'est incroyable. Et les Africains me disent, ça ne nous concerne pas. Je ne comprends pas. C'est ce que tu as fait. C'est quoi le panafricanisme à la fin? Je ne parle pas des Africains qui vivent en Israël, les Noirs. Donc, pour dire quoi? Pour dire que nous avons compris très tôt que le sort géopolitique du monde était lié à cet État d'Israël. Parce qu'il était l'aboutissement géopolitique de l'Occident. C'est-à-dire, le stade culminant de la géopolitique occidentale, c'est Israël. C'est sa frontière géopolitique. Il n'y a pas d'Israël sans l'Occident. Je vous l'ai dit. Si vous voulez comprendre le droit international, analysez Israël. Si vous voulez comprendre ce que c'est que le droit de l'homme, analysez Israël. Si vous voulez comprendre ce que c'est que la démocratie, analysez Israël. Israël est le démenti par excellence du caractère faux des prétentions occidentales en matière de démocratie, droit de l'homme, en matière de tout ce qui est présent comme des valeurs. Ils n'y croient pas, ils ne peuvent pas les assumer parce que leur nature n'est qu'un... C'est-à-dire qu'ils ne sont que Satan déguisé. C'est un déguisement qu'ils ont. Donc les preuves sont là. Donc, Israël, ce n'est pas simplement une bande de terre. C'est une organisation globale, la plus ambitieuse et la plus achevée, qui s'est traduite par la dimension globale des services de sécurité israéliens, le Mossad, pour parler seulement du Mossad, pas même pas du Shin Bet, Shin Bet c'est quoi, autre service de renseignement. Donc l'Israël, à partir de la bande de terre en Palestine, c'est l'État, mais il n'a pas de frontières. Le grand Israël, ce n'est pas seulement au Moyen-Orient. Le grand Israël, c'est le contrôle total de la planète. C'est le contrôle total des aspirations de toute l'humanité. Vous n'avez pas compris si on ne fait pas la géopolitique. Vous ne comprenez rien. C'est ça le sionisme.
C'est pas seulement dire que bâtir un État là. Le construire le troisième temple, là, ce ne sont que les aboutissements finaux. Mais le projet lui-même, c'est ça. C'est le contrôle absolu sur l'humanité. En faisant d'Israël, n'est-ce pas, quelque chose d'exceptionnel. Pas seulement du point de vue historique, mais du point de vue eschatologique, du point de vue spirituel, évidemment culturel. Donc c'était ça. Et quand vous regardez, ils sont dans tous les coups. Tous les coups, ils sont. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'Institut Weizmann. Fleuron d'Israël, la fierté d'Israël et de l'Occident. Mais qu'est-ce qu'on y faisait? On expérimente l'extinction de l'espèce humaine. Ce n'est pas seulement les armes bactériologiques, c'est l'extinction de l'espèce humaine. Le régime d'apartheid, quel était son plus grand soutien? Israël. Ses fondements venaient d'où? Les Cecil Rhodes. C'est qui Cecil Rhodes? C'est un filleul de Rothschild. De Rothschild. C'est un agent de Rothschild, Cecil Rhodes. Donc, ça dit que partout ils sont, aux États-Unis, ils contrôlent tout. En Russie, même encore, ils sont une force qui. Ils sont là. Déstabilisation, en tout cas. Partout dans le monde, il y a ce problème. Les sionistes. Mais c'est plus grave parce que le sionisme a réussi à prendre en otage le peuple juif. C'est ça qui est grave. On fait la différence entre le peuple juif. Les juifs sont victimes du sionisme. Mais on les prend en otage par la stratégie du ghetto. C'est-à-dire quand les juifs veulent se démarquer, on va créer une situation qui va les effrayer, les terroriser. On sait aujourd'hui que dans les pogroms que les juifs ont suivis, dans l'Holocauste, tout ça, mais l'élite sioniste est au cœur de tout ça. Il n'y a pas plus antisémite que l'élite sioniste. Mais ils ont réussi à faire de ça le péché de l'humanité, alors que c'est d'autres qui sont les plus grands antisémites. Dans la guerre des 12 jours, selon vous, Monsieur le Président, c'est les 12 jours de la libération eschatologique dont le monde avait été emprisonné par la force eschatologique israélienne. Il fallait 12 jours. Comme par hasard. Oui. Monsieur le Président américain, je voulais partager avec vous l'opinion d'un politologue américain assez connu. Ne pas dire plus, il ne faut pas froisser les gens. On se comprend, les 12 jours correspondent à 12 ce que vous savez. C'est noté, Monsieur le Président américain. Je voulais partager avec vous les propos d'un politologue américain suffisamment connu et qui, sur la question, a une position qui semble très élaborée, Monsieur le Président, pour voir si vous la partagez, Monsieur le Président américain. Il déclare, et il s'agit de Jeffrey Sachs, vous connaissez peut-être Jeffrey Sachs, un politologue américain. Il déclare, Monsieur le Président de l'article, que depuis 1992, Netanyahu et ses partisans affirment que l'Iran deviendra une puissance nucléaire. Dans quelques années, nous sommes en 1992, Monsieur le Président américain. En 1995, les responsables israéliens et leurs soutiens américains ont annoncé un délai de 5 ans. En 2003, aux États-Unis, il ne restait que quelques mois, voire quelques semaines, afin qu'ils n'obtiennent suffisamment d'uranium enrichi pour fabriquer la bombe atomique. Monsieur le Président américain, nous avons ici, depuis 1992, des échéances projetées, jamais atteintes, qui accusent l'Iran d'obtenir une bombe nucléaire, Monsieur le Président américain. Quand on se souvient, Monsieur le Président américain, que pour détruire l'Irak, on les a assignés des armes qui n'avaient pas. Est-ce qu'on peut constater, Monsieur le Président américain, que l'Israël est dans une stratégie fondamentale, un mensonge originel sur la base duquel il s'appuie pour commettre les bévues qu'ils font dans le monde, Monsieur le Président américain? Comment comprendre ce mensonge initial dans tout ce qu'Israël fait? Vous touchez quelque chose même qui doit remonter à l'eschatologie. Pour savoir même si le mensonge n'est pas leur propre fond. Si le mensonge n'est pas l'essence d'Israël. Le mensonge est l'essence, vous touchez le fond. Le mensonge est l'essence d'Israël. Et qui est le père du mensonge? Les chrétiens l'appellent Satan. Oui. Non, les chrétiens l'appellent le serpent. On sait donc de qui Israël est le fils. À la lumière des faits, c'est le cas, Monsieur le Président. On sait de qui Israël est le fils. Or, vous savez que la loi du père du mensonge, c'est le mensonge. Le mensonge devient la vérité. Et ça ne devient pas la vérité simplement par le mérite de la propagande. Ça devient la vérité par une ritualisation ésotérique qui manipule le sang pour élever au niveau d'une loi spirituelle, le mensonge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on dit que l'Iran, la bombe atomique,
C'est vrai. Parce que c'est Israël qui le dit. Et c'est scellé sur le marbre du sang qu'on va verser. Si on dit que les Palestiniens sont des terroristes à cause du Hamas, c'est vrai. Tout démontre que c'est faux, mais c'est vrai, puisque Israël l'a dit. Et ça va être scellé par le génocide. Il faut bien comprendre, on est au niveau du stade suprême de la criminocratie. Israël, c'est le stade suprême de la criminocratie érigé en démarche politique et en démarche stratégique. Donc, ils n'ont pas de problème. Ce n'est pas un problème. Donc, c'est clair. Donc, tout le monde sait comment. Effectivement. C'est connu. Désormais, c'est connu, M. le Président. Mais si c'était vrai, tous les rapports le disent. Israël ne peut pas faire quelque chose qui soit basé sur la vérité. C'est impossible. Il ne peut pas agir. Pour qu'il agisse, le mensonge doit être le fondement. Mais ce mensonge doit être accepté comme étant une vérité sacralisée. C'est la question de l'antisémitisme. Effectivement. Vous voyez comment il suffit qu'on vous tente d'antisémite, vous êtes fini. On vous ferme les portes. Ostracisé en tout cas. Vous êtes marginalisé. Et même tué. Exclu, même tué. Et même tué. Et regardez les conséquences. Les gens tremblent. Les gens ont longtemps eu peur. Vous voyez dans la dimension de la chicotte iranienne, de la fessée iranienne, la collection iranienne. Vous voyez l'importance et l'impact que ça va avoir sur les mentalités. C'est une libération, pas seulement pour l'Iran. Ce sont les portes de l'humanité qui s'ouvrent. L'Iran est dans une mission historique extraordinaire. Extraordinaire. Mission historique, mission eschatologique extraordinaire. Parce que là, mais ça allait finir avec la peur. Parce qu'Israël terrorisait l'humanité. Terrorisait un État amoral à tout point de vue,